Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire un commentaire. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question ou une objection qui est souvent rencontrée sur les forums ou sur les différents groupes de discussion sur Facebook. Quand quelqu'un vous demande un conseil pour acheter un télescope, assez vite on lui répond le meilleur compromis entre le prix et le diamètre, c'est le télescope Dobson. Et si la personne vous dit ouais mais j'aimerais faire un petit peu de photos, eh bien on va vous dire très vite, il n'est pas possible de faire de la photo avec un télescope Dobson. Et donc je vous propose aujourd'hui de passer en revue l'expérience de plusieurs astronomes amateurs, dont ma propre expérience, pour voir un petit peu si cela est strictement exact, ou pourquoi certains utilisent justement des télescopes Dobson pour faire de l'astrophotographie, mais aussi de parler de façon très honnête des limites qu'il peut y avoir à cette pratique. Mais vous allez voir que ça peut ouvrir aussi des perspectives assez intéressantes, et on terminera avec une petite surprise. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première chose à dire déjà, c'est quand on parle de télescope Dobson, on parle de quoi? En fait, l'histoire, c'est que John Dobson a eu pour idée de fabriquer le télescope le plus simple et le plus rustique possible en termes de construction, de façon à faire le plus grand diamètre possible et en montrer le plus possible aux gens qu'il rencontrait dans la rue. Son idée, c'était de se mettre dans la rue et de présenter le ciel aux gens. Donc en fait, il s'est pas compliqué la tâche, il a pris un énorme tube, il avait même pas de barillet, c'était juste de la moquette au fond de ce tube pour supporter son miroir primaire. Il avait taillé lui-même son miroir, et c'est comme ça qu'il faisait. Donc, dans l'idée et dans l'esprit, le télescope Dobson est un télescope newtonien, posé à même le sol parce que c'est un très grand diamètre, et vous savez bien que quand vous doublez le diamètre du miroir, vous allez multiplier par 8 sa dimension finale, x, y, z, bien évidemment. Donc très vite on en vient à poser un télescope au sol, et donc c'est la formule classique des Dobson. Néanmoins, cette formule s'est un petit peu généralisée récemment, avec les petits Dobson de table pour débutants. Donc moi j'en ai un, alors j'ai pas la base avec moi, mais vous comprenez, la base en fait elle est en L comme ça, et donc en fait vous avez un petit télescope que vous allez orienter comme ça. Donc celui-là c'est un petit newtonien, ça existe aussi sous la forme d'une petite lunette de rapport focal sur diamètre court. Et je crois qu'il y a un petit Maksutov ou un petit Schmidt-Cassegrain qui est proposé sur le même type de monture. Donc Dobson, aujourd'hui, chez les catalogues des marchands, vous allez plutôt le trouver dans la notion d'une monture Dobson plutôt que dans le type d'un instrument. Mais dans l'esprit, à l'origine, c'était un newtonien, même si, on va le voir, c'est pas toujours le cas maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc en fait, dans l'idée, les télescopes Dobson, les trois quarts que vous allez retrouver, dans le commerce, eh bien, sont des télescopes qui ne seront pas motorisés tout simplement. Et donc bien évidemment, pour faire de la photo, ça va être un petit peu difficile. Alors mon premier télescope que j'ai fabriqué, c'est celui-là. C'était mon Dobson Stroke 300 à rapport focal sur diamètre à 5, donc il fait 1500 de focale, il pèse 12 kg et il a le même volume que le Stroke 250. Donc ce 300 là, je l'avais utilisé à l'époque avec mon Canon EOS 450D, et en utilisant simplement l'un et l'autre. Alors bien sûr, on peut faire des photos de la Lune sans difficulté, vous avez deux tutoriels sur la chaîne, l'un pour la prise de vue, l'autre pour le traitement. Même à 1500 ou 1800 de focale, en fait, on arrive à déterminer le temps de pause qu'on peut s'autoriser pour faire une belle photo de la Lune. Donc je vous renvoie à ces deux tutoriels, il est déjà possible, bien sûr, de photographier la Lune ou les planètes. Voilà, même si c'est des poses courtes, donc l'image pourra être un petit peu bruitée, mais il est tout à fait possible de le faire. Mais ceci dit, j'ai essayé avec des poses de 1 seconde, j'en ai fait 175 de mémoire sur la nébuleuse M42, et ça donne ça. Donc comme vous le voyez, on ne va pas pouvoir aller très loin, mais néanmoins c'est quand même quelque chose de faisable. Donc j'aimerais vous présenter l'expérience de Franck Carpentier. Franck Carpentier, je l'ai rencontré au moment de l'éclipse totale de Lune, donc de la nuit du 20 au 21 janvier 2019, et donc il avait une ZWO Asie 224 MC
comme caméra couleur, donc c'est la même que la petite que vous avez vue dans le dernier épisode sur les caméras planétaires. Et il avait un télescope qui est à peu près celui-là, c'est un 76-350 de chez Bresser, c'est le Solaris AZ. Voilà, donc c'est un petit instrument vraiment d'initiation pour enfants, miroir sphérique et tout ça. Et donc je peux vous montrer les photos de la Lune qu'il a réalisées avec sa petite caméra, et donc il avait photographié l'éclipse justement en même temps que nous. Donc il est bien sûr pas impossible de photographier la Lune ou une éclipse, voilà, donc en fait il laissait la Lune passer en défilé, il faisait un petit film avec un logiciel comme Fire Capture, on verra ça bien sûr dans les tutoriels sur la photo planétaire bientôt, et en fait en réalignant les images de ce film, etc., on pouvait tirer un résultat qui est franchement tout à fait honorable pour un système complètement altazimutal et un télescope finalement vraiment pour enfants. Donc ensuite, on va pas avoir le choix, il va falloir motoriser notre télescope. Donc il y a deux possibilités, soit vous avez une motorisation altitude-azimut, soit vous avez ce qu'on appelle une plateforme équatoriale ou une table équatoriale. Donc dans le cas d'une utilisation avec une motorisation altitude-azimut, je peux vous présenter trois astronomes amateurs. Le premier, vous le connaissez sans doute, c'est Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeek. Donc il a fait déjà plusieurs lives avec donc un Dobson 400-1800 de chez Skywatcher Go2. Il utilise une caméra ZWO-ASI 294 MC, donc c'est une caméra refroidie qui fait 11 mégapixels, donc on est sur un capteur qui est, je crois, un tout petit peu plus petit qu'un capteur APS-C, et donc il a pu faire un certain nombre de lives. Je vous propose de voir les plus belles images donc maintenant. Bien sûr, vous saurez retrouver les différents lives dont sont issues ces différentes vidéos. Donc là, je vous les ai entourés par rapport aux vidéos présentes sur sa chaîne. Donc voilà, effectivement, Arnaud ne le présente plus. Il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il ne prétend pas faire de la photo astronomique avec son Dobson. Il se positionne plutôt dans une notion de visuel assisté, mais néanmoins avec un tout petit peu de stacking. Voilà, on arrive à présenter quand même quelque chose déjà de pas mal. Ensuite, je vous propose une expérience, vous le connaissez déjà, David Chaillot-Dominé, avec son Orion XX12G, dont nous avons parlé sur la photo planétaire à la caméra monochrome. Et donc lui, il utilise cette fois pour faire du ciel profond une caméra ZWO-ASI 178 mm. Et donc il a fait un certain nombre de photos, que ce soit des photos planétaires ou que ce soit des photos du ciel profond. Pour les photos en ciel profond, il utilise la même technique que l'imagerie planétaire, à savoir des pauses de 1/2 seconde à 1 seconde, et il va en empiler un maximum pour essayer de récupérer le maximum de signal. L'intérêt, si vous voulez, de travailler avec la ZWO-ASI 178, ce sont des pixels de 2,5 micromètres, je crois, de mémoire, et donc avec une focale de 1500 mm de long, eh bien vous avez un grossissement qui est quand même très très important, donc vous allez avoir un détail par exemple dans une galaxie qu'il va pouvoir observer qui est absolument fabuleuse. Donc je vous montre ces différentes images à l'écran et c'est franchement très très sympa.
Ensuite, j'aimerais vous présenter l'expérience de Raphaël Mao. Alors, Raphaël Mao, donc il a le même télescope que Arnaud Thierry, donc c'est un Dobson 400-1800 de chez Skywatcher, donc FlexTube. Ce télescope, il a carrément construit un observatoire autour de ce télescope qui est donc commandé intégralement en remote depuis son petit cabanon finalement de commande. Donc il peut carrément ouvrir directement le masque de Bahtinov, commander la roue à filtre, commander le focuseur. Il a conçu d'ailleurs un focuseur complètement commandable en remote, donc je vous mets dans la description également différents liens et notamment une ressource GettyHub qu'il propose. Et donc il image avec plusieurs imageurs, mais là en particulier quand il fait des photos du ciel profond, il utilise la ZWO-ASI 071MC Cool Color, donc c'est un capteur IMX 071 de chez Sony. Donc on est sur un capteur de format APS-C, donc là c'est carrément un capteur équivalent à celui d'un appareil photo numérique comme celui-là. Hein. Donc ça c'est le OS 450D. Donc on est sur des pixels de 4,28 micromètres en termes de dimension. C'est un capteur 16 mégapixels et donc 14 bits de profondeur. Donc on est sur un vrai capteur pour le ciel profond. Il est refroidi, ce qui permet de diminuer bien évidemment le bruit thermique. Et donc je vous laisse apprécier ces plus belles photos. Voilà, franchement, c'est du super beau boulot. Bravo à toi, Raphaël. Ensuite, vous avez une autre possibilité. Cette possibilité, c'est ce qu'on appelle une table équatoriale ou une équatoriale plateforme. Alors attention, c'est pas la même chose que ce que Celestron appelle être une table équatoriale. Pour incliner une monture à fourche d'un Celestron CPC, de façon à le transformer en monture à fourche équatoriale. Donc une table équatoriale, c'est ça. Donc c'est constitué, si vous voulez, de secteurs. Là, ce sont des secteurs en ellipse. Ici, c'est un secteur en arc de cercle. Et donc cette table, elle se meut, comme vous pouvez le voir à côté de moi, en tournant finalement à la même vitesse que la rotation de la Terre autour de son axe. Donc un tour en 23h56. Et donc là, vous avez le télescope qui est posé par-dessus et le centre de gravité de votre table équatoriale, il passe par ici à peu près, il est à peu près ici sur cette table-là. Et donc en fait l'ensemble du télescope se meut autour du centre de gravité du télescope, ce qui fait qu'en réalité, eh bien, il y a un réel équilibre. Alors après, à ma sauce, moi je rajoute carrément deux vérins là, ici, qui me vous pouvez voir par le dessous, et ces deux vérins en fait vont permettre de pouvoir carrément faire des compensations de mouvements un peu en déclinaison. Donc pour de la photo planétaire, ça marche superbement parce qu'on peut faire un suivi qui est très long. C'est cette table là que j'ai utilisée sous le Slimstroke 400 pour les lives de photos de photos planétaires, mais cette table là je l'ai également utilisée à mes tout débuts d'astrophotographie, donc il y a 4 ans et demi, avec donc mon Photostroke V1 qui était un 200-1000 que je posais dessus pour faire de la photo. Hélas, la motorisation par crémaillère que vous voyez ici entraîne pas mal d'erreurs périodiques, donc assez vite j'ai fabriqué une deuxième table équatoriale.
Cette deuxième table équatoriale, la voici. Vous pouvez voir, elle est beaucoup plus petite. Elle était calibrée d'office pour le 200 1000, que j'ai très vite passé à 800 de focale. Et donc le télescope était posé dessus par le même principe, mais là vous pouvez voir directement le pivot, il est là, et là vous avez tout simplement un arc de cercle, c'est ce qu'on appelle un secteur de chez J, alors que là vous aviez des secteurs d'Autun. Vous avez la petite motorisation qui est ici, voilà, donc elle se barre un peu, il faut que je la recolle d'ailleurs. Voilà, vous avez la petite motorisation, et donc l'avantage c'est que un entraînement par galet plat sur un secteur plat, et ben on a beaucoup moins d'erreurs périodiques, et donc l'ensemble se déplace comme ça, voilà, sur une course à peu près d'1 heure. Donc j'ai fait pas mal de photos avec cette table et mon 200-800 avec le Canon EOS 450D. Et donc là-dessus, sur ces photos-là, vous pouvez les retrouver sur mon film sur le marathon de Messier. Vous avez donc la totalité des objets de Messier photographiés sans autoguidage avec cette petite table équatoriale qui coûte, soyons très honnêtes, qui coûte à peine 150 € à fabriquer. Le plus cher là-dedans, c'est le réducteur qui coûte 50 €. Après, c'est du boulot, c'est de l'usinage, bien sûr. Un jour, j'espère pouvoir vous mettre un tutoriel sur la chaîne. Sachez qu'une table équatoriale, vous pouvez en faire quelle que soit la taille du télescope. Vous avez vu celle du 400, vous avez vu celle du 200. Vous avez également des tables qui sont vendues dans le commerce de différentes dimensions par rapport à différents besoins, dont la table de Tom O qui contient un vérin, donc un peu similaire, c'est un peu lui qui m'a donné l'idée, un peu similaire au vérin que vous avez vu sur la table du 400. Là-dessus, en fait, à un moment donné, j'étais quand même confronté à une limite. C'est-à-dire que quand vous avez fait de la photo avec un télescope complètement purement Altaz, vous avez une rotation de champ qui est très très importante au fur et à mesure de votre série. D'ailleurs, on le voit sur certaines des photos de Raphaël ou d'Arnaud. Donc Raphaël, par exemple, voilà la photo non croppée de M51. Vous pouvez voir ce trait sur le côté qui correspond bien évidemment à la rotation de champ sur 40 minutes. Là-dessus, pendant mes 1 heure de photo, j'ai aucune rotation de champ, puisque on a réellement la rotation qui est effectuée par la table. En revanche, d'une séance sur l'autre, eh bien là il y a une rotation de champ, donc pour empiler plusieurs séances, eh bien on peut pas vraiment. C'est faisable, mais on va perdre quand même sur les coins, on sera jamais parfaitement aligné. Donc à un moment donné, il y a une limite, et c'est la raison pour laquelle le Photostroke est passé sur cette monture en fer à cheval que vous voyez en dessous. Et je vous promets bientôt un épisode à ce sujet sur la chaîne. Donc comme vous le voyez, il est tout à fait possible de faire de la photo avec un télescope de type Dobson. Comme vous le voyez, l'énorme avantage de ces petites tables équatoriales, finalement, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids. Donc en fait, l'objectif, il était simple, il était d'éliminer toute forme de flexion que vous pouvez avoir sur une monture équatoriale allemande, puisque vous avez finalement le poids du télescope d'un côté, le poids du contrepoids de l'autre, la monture qui est inclinée, tout ça, ça travaille au niveau de la matière. Vous n'avez pas ce problème-là sur une table équatoriale, puisque, comme vous le voyez, le poids du télescope repose ici, vous avez le galet juste en dessous, vous avez le pied juste en dessous. Donc en fait, les transferts de masse, et là ça va être le même principe, ici vous avez le pivot et puis vous avez le dernier pied qui est juste en dessous également. Donc les transferts de masse sont directement verticaux sur un télescope Dobson, c'est pas quelque chose que vous connaissez sur le monture équatoriale allemande. Alors justement, ces transferts de masse, parlons-en, ça c'est le flanc de la monture du Midnight Bridge 300 qui m'avait servi de base pour donc mon Dobson 300 au départ. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez un support vertical et vous avez l'axe en hauteur du télescope qui vient reposer dessus. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Eh ben en réalité, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même une petite surprise. En fait, si vous cherchez dans les histoires de l'astronomie, le plus gros télescope sur une monture équatoriale allemande, il ne dépasse pas à peine les 2 mètres de diamètre. À un moment donné, les télescopes sont trop lourds, comme je l'ai dit, les volumes augmentent, donc puissance 8 de l'augmentation finalement du diamètre de l'instrument. Donc la masse augmente aussi à la puissance 8, et donc la monture équatoriale allemande, on n'est plus capable de fabriquer une monture équatoriale allemande suffisamment résistante pour ne pas avoir de flexion, etc. Donc on en est venu à inventer des montures différentes. Vous avez les montures à fourche, vous avez les montures anglaises, vous avez les montures
en fer à cheval. La plus grosse monture en fer à cheval qui existe dans le monde, c'est le 5,08 m du Mont Palomar. Et ensuite, me direz-vous, eh ben, les télescopes comme le télescope VLT de 8 mètres de diamètre, eh ben, ce sont des Dobson. La structure de la monture du télescope de 8 mètres, donc du VLT, de chacun des télescopes de 8 mètres, et du futur ILT de 39 mètres de diamètre, c'est une structure Altaz tout simplement, qui repose sur une base. La seule différence avec les Dobson que nous connaissons, c'est qu'en fait la partie de la base est vraiment encastrée dans le sol, et en réalité toute la base du rocker de votre télescope Dobson, c'est en fait le plancher du sol, et c'est un plancher qui tourne exactement comme un manège. Il y a une exception ou deux avec carrément le bâtiment qui tourne sur lui-même, ça existe. Mais finalement, les plus gros télescopes du monde sont des télescopes Dobson. Mais alors la rotation de champ, vous allez me dire, eh bien la rotation de champ, elle est gérée par ce qu'on appelle un dérotateur, c'est-à-dire un équipement qui va faire tourner la caméra ou les différents instruments de mesure au fur et à mesure de la rotation du champ. Tout ça, c'est asservi par informatique. Alors pour les amateurs, ça existe. Alors ça doit bien évidemment être complètement asservi au système GoTo de votre instrument. C'est très difficile à... Voilà, c'est vendu dans le commerce, ça coûte assez cher. Voilà, c'est un équipement supplémentaire qui se met soit dans le porte-oculaire, et donc au départ on a un porte-oculaire 3 pouces puis on descend à 2 pouces, ou ça peut se mettre en prolongation d'un porte-oculaire en 2 pouces, mais c'est quand même assez compliqué, et c'est assez compliqué à mettre au point. Néanmoins, certains constructeurs de Dobson amateurs de gros diamètre, 500, 600 mm de diamètre, quand ils les équipent de certaines motorisations type Axel Step ou autres, qui sont des motorisations développées par des astronomes amateurs pour des astronomes amateurs, eh bien, intègrent la possibilité de commander un moteur de dérotation. Et donc, effectivement, là, il est possible d'accéder à des plus longues pauses. Mais comme vous l'avez compris, la réponse à la possibilité de faire de la photo avec un télescope Dobson n'est pas fermée. Donc, je le répète, Arnaud, il travaille avec des pauses moyennement longues, je crois que c'était 10 secondes. David travaille plutôt avec des pauses courtes d'1 seconde. Raphaël travaille avec des pauses plutôt de l'ordre de 5 secondes. Moi, sur ma table équatoriale, j'allais 10, 20 secondes. 10 secondes sur les amas, 20 secondes sur les nébuleuses et les galaxies. J'ai travaillé aussi sur un système d'autoguidage avec des systèmes de vérins qui étaient assez complexes à mettre au point, et j'ai pu faire de l'autoguidage avec. Et donc là, je pouvais aller vraiment à des pauses de 30 secondes avec le photostroke et avec surtout le Sony A7S. Donc ça permet de gagner beaucoup plus de signal. C'est vrai qu'avec l'amélioration des capteurs comme le Sony A7S, avec la réduction du bruit de lecture grâce au dernier capteur Exmor de chez Sony, eh bien on a beaucoup plus de facilité à travailler en pause courte et donc à faire de la photo avec un Dobson. L'énorme intérêt, si vous voulez, c'est que travailler à 1500 de focale avec un rapport focal sur diamètre ouvert, donc à f4, f5, c'est très très difficile sur une monture équatoriale allemande. Il faut une monture extrêmement résistante, extrêmement lourde et donc extrêmement onéreuse. Et la solution de plutôt travailler avec un Dobson Altaz GoTo de 400 mm de diamètre comme le Skywatcher GoTo ou le Orion XX 12G, mais il y a aussi le 16G chez Orion, eh bien c'est une solution qui peut tout à fait être considérée.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de démystifier un petit peu la problématique de la photographie au Dobson. Voilà, moi personnellement, je préfère conseiller les Dobson de chez Bresser. La raison est simple, c'est que ces Dobson sont montés avec directement les colliers et la queue à ronde, ce qui fait que vous pouvez, une fois que vous avez utilisé le Dobson simplement en Altaz, par exemple, pour faire simplement de l'observation, vous pouvez aussi le mettre sur une monture équatoriale allemande via la queue à ronde. C'est normalisé, et là à ce moment-là pouvoir faire de la photo. En plus de ça, le porte-oculaire est prévu d'office finalement pour pouvoir rattraper ce qu'on appelle le back focus nécessaire, puisque votre capteur est ici et le porte-oculaire va venir s'arrêter ici via la back T2 avec qui fait 9 mm d'épaisseur. Donc ça c'est aussi un autre sujet à considérer si vous voulez faire de la photo avec un télescope. Tous les télescopes ne permettent pas de faire de la photo avec un APN, c'est la raison pour laquelle Franck Carpentier faisait de la photo avec une petite caméra planétaire qui est rentrante à l'intérieur du porte-oculaire, et donc à ce moment-là il n'avait pas de problème de back focus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à aller consulter, je vous mets en lien un petit peu pour vous permettre d'aller découvrir les travaux des uns et des autres, et également donc pouvoir éventuellement leur poser leurs questions, ou sinon vous pouvez les poser tout simplement dans l'espace commentaire. Voilà, n'hésitez pas également à poser vos remarques et vos questions dans l'espace commentaire. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, vous pouvez aller voir les anciens épisodes de la chaîne si vous ne les avez pas encore vus. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.